Bonjour à tous et merci d'être là sur ce live. Euh, on va parler avec Thomas du métier de data engineer. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Valentin Mas, je suis le fondateur d'STK Data. STK Data, c'est une entreprise qui va aider les PME, les associations, les entreprises à créer de la valeur en analysant leurs données. Et à côté de cette promesse, je fais beaucoup de formations et je fais beaucoup de vidéos sur les sujets autour de la data. Et là, je suis très content de recevoir Thomas, qui est data engineer et qui est aussi mon beau-frère. Et du coup, on va beaucoup échanger pour parler sur ce nouveau métier, qui est un métier au final assez récent, qui est en vogue actuellement. Et ça va vous permettre de mieux comprendre les enjeux, les problématiques, les missions et les outils utilisés par les personnes qui font ce métier-là. Mais avant toute chose, je vais laisser la parole à Thomas pour qu'il se présente et qu'il présente son parcours avant d'arriver sur ce métier de data engineer. Bien, bonjour à tous, merci Valentin pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Thomas Demamé et je suis data engineer depuis maintenant 5 ans. Donc, mon parcours, moi, il faut savoir que j'ai un parcours au départ, je suis pas du tout dans la data et ni dans l'informatique. Je suis titulaire d'un BTS système électronique que j'ai obtenu au lycée César Baggio à Lille. Suite à ce BTS, je suis devenu technicien en électronique dans une petite boîte sur Mondu. Et j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que technicien en électronique. Au bout de ces 8 années, je me suis dit, je voyais pas d'avenir pour moi en fait dans ce métier. Je voyais pas d'évolution possible, etc. Donc, je me suis dit, il va falloir faire autre chose et faire une reconversion professionnelle. Pour faire cette reconversion professionnelle, du coup, je me suis tourné vers le FONGECIF, qui est un organisme qui permet aux salariés de pouvoir effectuer une reconversion professionnelle tout en restant salarié de leur boîte. Donc, j'ai pu effectuer ma reconversion en gardant mon salaire, sachant que j'avais déjà une famille derrière, c'était important pour moi, je ne pouvais pas me permettre de ne plus percevoir mon salaire. Pourquoi? Alors, moi, j'ai effectué la licence SID, du coup, en reconversion professionnelle, donc la licence statistique informatique décisionnelle à l'IUT de Roubaix. Pourquoi je me suis tourné vers la data? C'est simple, en fait, quand j'ai parlé que je voulais changer d'orientation professionnelle, on en a parlé en famille, etc. Valentin, toi, tu avais suivi, tu avais suivi la licence CID, et tu as fait un master derrière, etc. Mais on en a parlé ensemble et tu m'as dit, écoute, viens, on va aller aux journées portes ouvertes du CID, ça pourrait t'intéresser, c'est des métiers d'avenir, etc. Donc, on est allé ensemble à la journée porte ouverte, on a rencontré la responsable de la formation, on a discuté ensemble et j'ai effectué la licence en 2016 et du coup, en 2017, je suis sorti avec la licence en poche. Top. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as dit que c'était une reconversion professionnelle. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, à peu près 3 semaines, j'ai interviewé un data scientist, un data analyst, et les 2 personnes étaient aussi en reconversion professionnelle. Et on voit bien que malgré que ce sont des métiers qui sont très techniques, qui sont un peu à la mode, on va dire, toutes les personnes, tout le monde peut se former sur ce type de métier et réussir une carrière dedans. Et dans ta présentation, du coup, tu as dit que tu étais data engineer. Est-ce que, de manière simple, tu arriverais à donner une définition à toutes les personnes qui nous regardent pour vraiment comprendre ce que c'est ce métier? Oui. Alors, oui, je vais donner une définition simple. Alors, il faut savoir que moi, quand je suis sorti de la licence, alors je suis dans une société, dans une ESN qui fait essentiellement du décisionnel. Donc, j'ai été donc du coup, je suis consultant décisionnel. Aujourd'hui, sur ma mission actuelle, j'ai un poste de data engineer. Je vais parler pour mon expérience. Donc, pour moi, aujourd'hui, mon poste de data engineer sur la mission sur laquelle je suis, en gros, on va venir collecter la donnée, la structurer, la normaliser et la stocker pour pouvoir en fait permettre et la mettre à disposition, que ce soit à la disposition des data analysts ou des data scientists. Ok, ça veut dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est que ton métier, pour essayer de simplifier au maximum, c'est un peu un métier préparatoire pour que derrière les gens puissent soit sortir des tableaux de bord, soit faire des analyses, soit utiliser la donnée. Mais en tout cas, toi, tu es plus là en amont pour C'est que exactement ça, se oui. passe bien. Ok, très bien. Et pour faire ça, du coup, tu utilises des outils spécifiques. Est-ce que tu gardes les mêmes outils qu'un data scientist faire du Python, du R, ou tu as des choses qui sont spécifiques à ton métier?
Alors, moi, personnellement, je n'utilise pas de Python ni de R. Je sais qu'il y a des data engineers là où je suis actuellement en mission qui peuvent en utiliser, qui utilisent pas du R, mais du Python. Moi, principalement, en outil, on utilise des ETL ou des ELT, donc pour extraire, transformer et charger la donnée. Le langage principal que j'utilise, moi, c'est du SQL. Donc, voilà, c'est du SQL, ok. Et du coup, ce SQL, tu l'as appris où lors de ta formation en licence? Ouais. Alors, j'ai eu des cours d'SQL pendant la licence SID. Et après, j'ai énormément appris sur le tas, donc lors de mes premières missions avec ma société. Ok, d'accord. Ça marche. Et petite question sur les outils. Du coup, là, ça fait combien de temps que tu es dans la data? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et est-ce que tu as vu une évolution des outils que tu utilisais ou pas du tout? Oui, alors, oui. En fait, par exemple, moi, quand je suis arrivé lors de mes premières missions, j'utilisais des ETL. Alors je ne sais pas si ça parle, mais j'ai utilisé ODI. Donc, c'est l'ETL de chez Oracle. Il faut savoir qu'avant c'était Synopsys et du coup, ils se sont fait racheter par Oracle, etc. J'ai utilisé du Stambia aussi. Donc, c'est des ETL qui sont très, entre guillemets, user-friendly dans le sens où on a une interface graphique qui nous permet de venir chercher les tables qu'on peut avoir en source pour pouvoir alimenter une table qui est en cible. Enfin, prendre plusieurs tables en source pour alimenter une ou plusieurs tables en cible. Et donc, on a une interface graphique qui va traduire, une fois qu'on aura fait notre flux de données, derrière ça, en fait, si tu veux, le ODI ou Stambia ou n'importe quel ETL va traduire, en gros, notre flux en langage SQL pour alimenter notre base de données. Ici, aujourd'hui, là où je suis en mission actuellement, l'ETL que j'utilise, j'ai plus du tout d'interface graphique. Donc, c'est vraiment moi qui vais venir mettre ma requête SQL que j'aurais préparée en amont, que j'aurais du coup testée au niveau performance, etc., à l'intérieur de l'ETL. Ok, très bien. Et là, du coup, dans le live, il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre ton métier. Mais la question qu'on me pose tout le temps quand je présente des métiers, c'est la journée type. Est-ce que tu es capable rapidement de nous expliquer ce que c'est une journée type de data engineer? Oui, bien sûr. Bon, alors, une journée type de data engineer, au tout début de la journée, quand on commence, on va faire du run. Donc, en fait, moi, j'arrive le matin et je regarde si, en gros, tous les flux de données qui sont propriétaires à ma squad, à mon équipe, ont bien fonctionné et ont bien réalisé leurs tâches. Si jamais j'ai des flux qui sont plantés, eh ben, il va falloir que je débug. Il va falloir que je débug assez rapidement parce que, en fait, derrière tout ça, comme nous, on est au début de la chaîne, derrière tout ça, il y a plein de choses qui en découlent. Parce que nous, les données ne seront pas à jour dans le data warehouse. Donc, les data scientists ne vont pas pouvoir venir utiliser les données vu qu'elles ne sont pas à jour et les data analysts, pareil pour leur reporting. Donc, on doit essayer de débugger assez rapidement le matin. On a un run qui est assez conséquent le matin quand on est data engineer. Après avoir fait le run, du coup, on va partir sur du projet. Hein, donc, le run, si je donne un pourcentage dans la journée, si tout se passe bien, ça peut être assez rapide. Hein, on arrive à 8h le matin et à 9h, ça peut être terminé. Mais il y a des fois des gros bugs et ça peut nous prendre la matinée, voire des fois la journée entière. Et après, donc, du projet, comme n'importe quel projet informatique. Ok, ça marche. Et comme je disais, il y a quelques semaines, quand j'ai rencontré le data scientist et le data analyst, ils me disaient qu'ils avaient quand même pas mal de moments dans leur journée où ils sont en rendez-vous avec le métier. Est-ce que du coup, vous en avez beaucoup ou c'est vraiment plus en mode informatique où vous avez des sprints, pendant 3 semaines, vous voyez personne et après vous récupérez des demandes? Comment ça marche vraiment les missions? Alors, la mission où je suis actuellement, on est en méthode agile. Donc, vraiment, on fonctionne par sprint. Mais c'est pas parce qu'on fonctionne par sprint qu'on voit pas le métier forcément entre deux. Moi je dis que moi personnellement je vois pas énormément le métier aujourd'hui en mission. Je suis plus, quand je dis métier, je suis plus en relation directe avec des data scientists qui font aussi partie de mon équipe, avec des data analysts qui font partie de mon équipe. Maintenant, on a des PO qui sont en relation directe avec le métier, qui nous remontent le besoin. Ok, très bien. Donc, pour résumer, une grande partie en tout cas, une partie qui est importante dans ton métier, c'est de résoudre des bugs s'il y en a.
Et ça, c'est vraiment très important parce que ça peut déterminer la bonne ou la mauvaise journée des autres personnes de ton équipe. Et après, l'autre partie de ton travail, c'est vraiment de créer des nouveaux projets. Et justement, en parlant de projets, du coup, tu imagines que tu avais plusieurs entreprises, on en parlera après, depuis ton arrivée dans la data. Mais si tu devais citer un seul projet et nous le détailler, le projet le plus marquant que tu as eu, ça serait lequel? Ouais. Alors, le projet le plus marquant que j'ai eu, alors il faut savoir que je suis sorti de la licence SID après ma reconversion en 2017. Et j'ai été embauché derrière par une ESN, donc par Decideum, donc, qui est spécialisée dans le décisionnel. Et j'ai fini du vendredi la licence, et du lundi, j'étais chez Decideum, et je suis parti en mission tout de suite. En fait, ayant effectué une reconversion, je voulais rentrer tout de suite dans le bain, parce que j'avais pas de temps à perdre, il fallait que je monte assez rapidement en compétences pour pouvoir enchaîner. Donc cette première mission, je l'ai fait dans un groupe industriel, un gros groupe français. Bon, je peux le citer, c'est le groupe Holder. Et quand je suis arrivé, c'était une mission. Alors c'était assez stressant pour moi parce que je suis arrivé dans une équipe décisionnelle où il y avait beaucoup de runs. Je suis arrivé l'été et ma venue était faite pour contrer le départ en vacances des autres développeurs décisionnels qui étaient présents. Donc j'allais me retrouver assez vite seul pendant l'été pour pouvoir gérer le run, justement. Donc j'avoue que moi au départ, le run, je ne connaissais pas du tout, je savais pas ce que c'était, etc. Donc c'était assez stressant. Mais ça s'est bien passé parce qu'au départ, j'étais juste venu arriver pour l'été et je suis finalement resté 2 ans chez Groupe Holder en mission. Et pour moi, du coup, j'ai eu un projet là-bas qui était pour moi le projet le plus marquant. Ça a été mon premier gros projet. Il y a eu une migration de RP. Donc, ils utilisent comme ERP le RP Microsoft qui est AX. Donc, ils sont passés d'une ancienne version du coup de l'ERP à une version plus récente. Et donc, il a fallu migrer. La première partie qui a été choisie pour migrer sur l'ERP, en tout cas côté décisionnel, c'est la partie industrie. Donc, tout ce qui est la chaîne de production, etc. Et donc ça, c'est un projet que j'ai mené à bien avec un chef de projet qui travaillait là-bas. On a fait ça en binôme et c'est un projet que j'ai mené à bien. Et juste après avoir terminé le projet, et une fois qu'il était en production, je suis parti. J'ai demandé à changer de mission. Ok, ça marche. Du coup, on a quelques questions dans le chat. Donc d'habitude, on répond toujours à la fin de la vidéo. Mais là, on a 2 questions qui sont sur ce que tu viens de dire, etc. Du coup, je vais juste les afficher pour te laisser répondre. Le premier, du coup, c'est Antoine qui te demande. Ok, Antoine, c'est quelqu'un que je connais. Du coup, il fait partie de ma société, il fait partie de Decideum, et j'ai travaillé avec lui chez Verbaudet et Cyrillus. Ok. Faut savoir que OWB, c'est un très vieil ETL d'Oracle avant qu'il rachète Synopsys et qu'il devienne EDI. Donc non, en tout cas, mon expérience la plus marquante, c'était pas sur OWB. Non. Et une question un tout petit peu plus sérieuse qui est vraiment très intéressante par rapport à ton métier. On a une question de Johan qui nous demande, au fait, sur ton métier, est-ce que la qualité de la donnée fait partie du travail du data engineer? Et si oui, sur quel aspect? Donc toi, tu as répondu que tu devais vérifier que tout se passait bien sur la descente des informations, mais est-ce que vous jouez aussi sur la qualité? Oui, en fait, on est garant des données qu'on met à disposition. Donc ça, c'est super important. En fait, on travaille toujours par rapport à un besoin, que ce soit le besoin des data scientists ou alors le besoin peut-être des fois directement. Il y a des data engineers peut-être qui travaillent directement avec un besoin métier. Il n'y a peut-être pas de data scientist entre les deux ou de data analyst, ça peut arriver. Et nous, en tout cas, quand je collecte la donnée, que je la transforme et que je la charge dans mon data warehouse, après, ce que j'ai chargé et ce que j'ai à ma disposition, je suis garant de cette donnée. Donc, ça veut dire que j'ai vérifié, j'ai reseté la donnée, que ce soit avec quelqu'un du métier, etc. Et je sais que la donnée qui est mise à disposition, elle est fiable. Elle est fiable et elle répond aux attentes aussi des data architectes qui peuvent nous donner certaines normalisations pour la donnée. Ok, je comprends très bien. Et dans ton projet le plus marquant, du coup, c'était un des premiers projets que tu as fait du coup pour le groupe Holder. Ouais. Et après, tu as dit que tu étais parti de cette mission-là et tu as fait quoi après? Est-ce que tu es resté chez Decidium? Est-ce que tu as eu d'autres missions? Oui. Tu es où aujourd'hui? Raconte-nous un peu plus ton parcours data, ouais. Ouais, je suis toujours chez Decideum. Alors, j'ai fait d'autres missions. Je suis passé du coup, alors après Holder, donc je suis parti chez Cyrillus Verbaudet. Donc, j'étais arrivé chez Cyrillus Verbaudet pour un gros projet. C'était aussi une migration de ERP. Alors, ils ont un ERP qui est
qui était en tout cas assez spécifique, qui avait été développé pour eux. Et ils voulaient passer sur du SAP. Donc j'étais arrivé sur ce projet-là. Alors il faut savoir que quand je suis arrivé là-bas, c'est un projet après qui a été gelé pour diverses raisons. Et je me suis retrouvé on ne pouvait plus vraiment faire de projet, dans le sens où les mises en production étaient gelées, etc. Donc j'ai fait énormément de support aux utilisateurs et de run. Du coup, j'ai demandé au bout d'un an à sortir de mission, parce que la mission pour laquelle j'étais venu, c'était pas ça. C'était pas pour faire du support et du run. Donc, je suis sorti de mission au bout d'un an. Après, je suis parti chez Onet. Okay. Là-bas, chez Onet, je suis allé en mission pendant un an. J'étais dans l'équipe filiale. En gros, on travaillait pour les Portugais et les Espagnols. Et là, donc pareil, on mettait à disposition les données dans le data warehouse. Alors, cette mission, elle était intéressante. J'ai travaillé sur des technos que j'avais pas forcément vu. J'ai pu travailler sur du SAS. C'était du SAS. Après, en ETL, j'avais jamais travaillé sur Stambia. J'ai travaillé sur Stambia. Et c'est une mission où, par contre, ce que je regrette, c'est que les données que j'ai pu intégrer là pour une fois, dans le data warehouse, je connaissais pas l'utilité fonctionnelle de la donnée. On n'avait pas cette connaissance. Ok, ça marche. Et du coup, là, tu es toujours chez Onet? Non. Ouais, aujourd'hui, je suis chez Leroy Merlin. Okay. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis chez Leroy Merlin depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Donc, voilà, j'ai un poste de data engineer dans une squad qui est la squad offre. Donc, on gère tout ce qui est l'offre pour les produits. Ok, top. Donc, beau parcours avec que des grosses boîtes. Si on résume, le groupe Holder. Après, je vais peut-être en oublier. Après, du coup, Onet. Et après, là, Leroy Merlin, c'est top. Il y a pas mal de questions dans le chat et je reprécise qu'on répondra à toutes les questions à la fin, à part si c'est une question vraiment qui est vitale pour la suite de notre échange. Mais je vois bien vos questions et j'y répondrai après. Là, du coup, il y a du monde qui regarde la vidéo et qui se demande, OK, on comprend ton métier, mais on a besoin de quelles compétences pour vraiment être bon dans ce métier-là? Est-ce que tu serais nous lister, par exemple, les top 3, top 4 des compétences les plus importantes pour devenir data engineer? Ouais, moi, en tout cas, je pense qu'il faut être très méthodologique. C'est important. Moi, c'est quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà en tant que technicien en électronique. Et quand je dépannais une carte, il fallait que je sois assez méthodologique. Quand il y a une panne, en gros, on va commencer par l'alimentation de la carte, etc. Et on va remonter petit à petit, comme ça, toute la chaîne. C'est quelque chose qui m'a servi dans le sens où quand j'ai un bug sur du run, quand j'ai un flux qui est planté, oui, donc il faut être assez méthodologique. Il faut commencer donc au début de la chaîne, comment ça se passe, etc. et remonter petit à petit. Donc je pense que ça, c'est important. Il faut être organisé et être assez logique. Après, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre et mettre en veille technologique aussi, parce qu'on est sur des métiers, mais alors ça, c'est vrai pour les data scientists, c'est vrai pour les data analysts, c'est vrai pour les data engineers. On est sur des métiers où les technos évoluent à vitesse grand V, donc faut toujours se tenir informé des nouvelles technos qui sortent. C'est marrant ton point de vue, parce que je commence à avoir l'habitude d'interroger des personnes qui font de la data. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la data, donc j'ai pu aussi recruter pas mal et voir des recruteurs. Et c'est vrai, quand on parle de compétences, tout de suite, dès qu'on parle data, on va parler soit d'informatique, soit de stats, soit d'un langage particulier. Et tu es un des premiers qui met plus le côté organisation de travail, savoir bien gérer la pression, etc., comme compétence principale pour ton métier. Du coup, est-ce que tu penses que c'est un décalage avec les autres métiers de la data? C'est propre au data engineer? Non, alors après, nous, on va moins avoir besoin du côté mathématique qu'un data scientist. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Après, oui, l'informatique, bien sûr, il faut être à l'aise avec l'informatique. Un langage, alors nous, moi, le langage principal que j'utilise, c'est le langage SQL. Je pense que c'est pas le langage le plus difficile au monde. Enfin, voilà, c'est un langage qui, une fois que tu le manipules et que tu l'utilises au jour le jour, tu apprends assez vite à le connaître. Donc voilà, après, niveau informatique, je pense qu'il n'y a pas non plus des grandes compétences à avoir. Ok, ça marche. Et est-ce que tu comprends là, actuellement, la pénurie de data engineers qu'il y a sur le marché? Est-ce que pour toi, c'est normal d'arriver là parce que c'est un métier qui
demande, malgré qu'il ne faut pas de compétences très poussées en informatique ni en stats, tout le monde ne peut pas le faire, ou tu dis juste, bah, c'est parce que mon métier est aujourd'hui peu trop connu, on va dire, pas assez connu pour que plein de gens se forment et que demain, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ben, je pense surtout que c'est parce qu'on n'est pas du côté sexy de la chaîne. En gros, non mais c'est vrai, on est au début de la chaîne, où en fait, en gros, donc on prépare les données, on les stocke, on les charge. Donc, je ne veux pas dire que c'est la partie geek, en gros, dans le sens où... Mais en fait, le côté paillette, nous, on l'a pu. En fait, moi, j'ai pu faire du reporting aussi au début, hein, quand j'ai commencé. Comme, bon, c'est un métier qui a évolué. Moi, quand j'ai commencé, je gérais aussi tout ce qui est reporting. Je le gère encore un petit peu maintenant. C'est vrai qu'on en fait encore un petit peu. Mais c'est vrai que maintenant, les vrais data engineers s'occupent principalement de la collecte des données, de la transformer, de la normaliser et de la charger. Donc, ce côté, en fait, avoir contact avec le métier et pouvoir présenter au métier, lui dire, bah, tu vois, regarde, on a réussi à prédire ça pour toi, et du coup, ça va t'apporter ça, etc. Nous, on l'a pu forcément. Alors après, on l'a avec les data scientists, on a pu leur dire, bah voilà, on t'a préparé les données, elles sont propres, ouais, merci, etc. Mais on n'a pas forcément le retour métier. Ok, je pense que ça sera la phrase du live. Les data engineers ne sont pas le côté sexy de la data. Non. Donc, on va retenir cette phrase. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ce côté sexy, du coup, de mon côté, moi, je suis data scientist avant d'être fondateur d'une boîte. Et c'est vrai que data scientist, ça a été considéré comme le métier le plus sexy du 21e siècle. Oui. Parce que c'est quelque chose qui est très... quand on fait de la data, on est vite remercié. On prouve beaucoup de choses rapidement. Mais c'est vrai que vous, votre métier, il est plus sous l'iceberg. Et il permet aux data scientists, data analystes de... On est des travailleurs de l'ombre. Oui. C'est ça, vous êtes travailleurs de l'ombre. Il permet à tout le monde de sortir des gloires et vous êtes un peu en dessous. Mais c'est dommage parce que sans vous, en fait, vous faites partie vraiment d'une famille et s'il manque un membre de cette famille, bah, du coup, tout s'écroule et on oublie. Et pour moi, c'est pour ça que c'est très important de se former sur la partie data engineer. Ouais. Et si on reprend ton parcours, ton métier il y a 5 ans, est-ce que c'est le même qu'aujourd'hui? Non, c'est plus vraiment le même. Non. C'est plus vraiment le même? Ouais, non, en fait, il y a 5 ans, quand je suis arrivé au sein du groupe Holder, on faisait en gros toute la partie data engineer qu'on peut trouver aujourd'hui et toute la partie data analyst. D'accord, data scientist non, parce que il y avait pas de prédictif, etc. chez Holder. Mais oui, donc ça a évolué. Je vois très bien qu'aujourd'hui on est plus nous amenés maintenant, voilà, on va plus du tout quasiment toucher à du reporting. Ou alors c'est vraiment rare. Moi, j'en fais encore ici du reporting, mais ça va être du reporting brut, dans le sens où, voilà, il y a un moment donné, le métier va nous demander de sortir une donnée qui nous est déjà structurée chez nous. Donc, ok, on va lui faire un data studio, on va lui faire un Power BI avec la donnée, sans y toucher, sans pouvoir apporter un esprit d'analyse, en tout cas derrière. On lui dit, voilà, ta donnée, c'est ça, et fais-en ce que tu veux. Ok, donc là, comment ça a évolué ces 5 dernières années. Et est-ce que tu as une vision pour toi, en tout cas, parce qu'elle n'est pas forcément la bonne, hein, forcément c'est que ton avis, mais comment ton métier va évoluer dans les 5 prochaines années? Justement, je pense que, comme je te dis, aujourd'hui, je fais encore un petit peu de reporting. Je pense sincèrement qu'on n'en fera plus du tout d'ici pas longtemps. Surtout que les outils de reporting et de data viz aujourd'hui sont très user-friendly et je pense que le métier, de plus en plus, c'est vraiment le métier qui feront eux-mêmes, en gros, leur propre reporting. Ensuite, je pense aussi qu'on va plus, on va arriver aussi sur de plus en plus sur des demandes essayer d'avoir des données quasiment, je vais pas dire en direct, mais assez récentes. Là aujourd'hui, si je prends encore les missions par lesquelles je suis passé, on est toujours à J-1 au niveau du rafraîchissement des données quasiment. Okay. Et je pense que dans un futur proche, on va essayer de plus d'être, je vais pas dire du streaming, mais en gros, il va falloir avoir des données un peu plus, quasiment en direct, quoi. Ok, ça marche. Et est-ce que tu penses que, parce que c'est c'est une vraie tendance sur la partie data science et data analyst, on nous parle beaucoup du côté environnement, que nos modèles, on doit faire attention qu'ils ne consomment pas trop, il faut faire attention que les ordinateurs, ils ne travaillent pas trop, etc. Ouais. Est-ce que du côté data engineer, il y a ce côté, faut prendre le moins de données possible pour avoir moins de stockage, pour faire moins de mal, on va dire, à la planète, ou pas du tout? Oui, alors
Oui, on a ça côté data engineer, mais c'est surtout, en fait, si tu veux, on est quasiment tous maintenant sur du cloud. Ouais. Et ça va être surtout aussi pour un niveau coût des requêtes. Aujourd'hui, moi, je suis sur du BigQuery. Si j'optimise pas ma requête, il y a un moment donné, la facturation, elle va être sévère, quoi. Donc, oui, on a un gros, nous, en tout cas, on a un gros travail sur l'optimisation de nos requêtes SQL pour intégrer nos données dans le data warehouse et savoir combien pèsent nos requêtes avant de les jouer, etc. Ok, ça marche. Ok, très clair. Et merci pour cette réponse. Et là, je vais poser une question qui est un peu risquée, mais je pense que j'ai à peu près la réponse. Sur les personnes qui font la reconversion professionnelle, on a toujours à peu près le même profil. C'est que du coup, c'est des personnes qui faisaient un autre métier. Du jour au lendemain, ils ont eu la possibilité de changer de voie. Et généralement, les personnes qui font ça, ils ont tendance aussi à aider les futures générations. Est-ce que c'est ton cas? C'est-à-dire, est-ce que tu fais de la formation ou tu fais, je sais pas, tu accueilles les nouveaux stagiaires dans ton entreprise? Voilà. Est-ce que tu fais des choses annexes que ton métier très technique? Oui, je suis également dans la formation, c'est vrai. En fait, une fois que j'ai commencé ma reconversion professionnelle, je me suis dit, alors ça c'est personnel, hein, mais je me suis dit à un moment donné, moi j'ai eu la chance de faire cette reconversion, ça a changé ma vie littéralement, hein, que ce soit au niveau rémunération, etc., ça a changé ma vie. Et au niveau aussi, avant quand j'étais technicien en électronique, je me levais le lundi matin et j'espérais déjà être le vendredi soir, ce qui est faux aujourd'hui. Et je me suis dit, il faut que je puisse redonner un petit peu ce que j'ai eu. Donc, je suis formateur notamment par exemple pour le CNAM de Valenciennes. Donc là, je forme des personnes qui vont obtenir un diplôme qui correspond à ingénieur informatique en gros. Et donc je leur parle un petit peu du décisionnel et je les fais utiliser du coup un ETL. Okay. J'ai aussi fait une année en tant que formateur au STID, du coup, pour les DUT deuxième année, sur un logiciel qui s'appelle Business Object. Okay. Et cette année, j'ai aussi donné des cours à l'Acato, à Lille, pour des masters en communication numérique. Alors, rien à voir avec les métiers de la data, sauf que, en fait, en gros, le cours, il fallait leur expliquer tous les métiers qu'on pouvait avoir autour de la data, donc les data scientists, les data analysts, etc., comment pouvait fonctionner aussi une DSI, parce que c'est des personnes qui vont être amenées, en fait, à travailler avec des data analysts, des data engineers, des fois, etc. Donc, ils devaient comprendre nos métiers. Donc voilà, c'était très intéressant. Et aussi, j'interviens pas mal dans les écoles pour faire des job dating, ce genre de choses. Ouais, c'est important pour moi. Et au sein de Decideum aussi, donc on a relancé aussi le système de parrainage pour accompagner en fait les nouveaux arrivants, les juniors, les alternants, etc. Ok, ça marche. Parce que malgré tout, on va dire que toi, au niveau data, tu peux être considéré comme pratiquement comme senior, mais pas encore vu que tu as que 5 ans d'expérience. Mais en termes de personnes qui travaillent dans le monde du travail, tu es quand même maintenant senior. Oui. Et si je rebondis aux compétences que tu disais pour être data engineer, il y a beaucoup de compétences sur la façon de s'organiser, la façon de travailler, etc. Et du coup, est-ce que tu arrives à apporter aux nouvelles générations qui risquent d'être beaucoup plus techniques que toi, parce que c'est toujours le même principe, est-ce que tu arrives à leur apprendre un peu ces compétences qu'on malheureusement n'apprend pas forcément à l'école? Et si oui, comment tu fais? Oui. Oui. Alors après, justement, en fait, grâce à mon expérience technicien en électronique, c'est sûr que c'est une expérience pour moi qui m'a énormément servi aujourd'hui. J'arrive à leur transmettre ça dans le sens aussi où je leur explique, et je m'en suis bien rendu compte moi aussi, c'est que le monde de la data est assez petit, et très petit. Tout le monde se connaît. Et donc, je leur dis aussi de pas brûler des étapes, d'y aller petit à petit, de vraiment. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai fait ma reconversion, c'est vrai, hein, j'avais déjà 8 années d'expérience, mais à l'air de rien, j'étais un junior dans la data. Donc, c'était assez compliqué. Les personnes me voyaient arriver, ils disaient ouais, bon, c'est un gars qui doit déjà avoir de l'expérience. Bah ouais, mais non, enfin, je suis junior dans la data, etc. Donc, oui, j'étais fort de mon expérience professionnelle, entre guillemets. Donc, c'est vrai que pour moi, par exemple, aller en régie, donc en tant que consultant, aller chez un client, m'intégrer à une équipe, etc., c'est peut-être plus simple pour moi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de naturel. Maintenant, oui, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer, en tout cas, aux jeunes qui peuvent arriver chez Decideum, leur dire que, oui, c'est un monde petit, il faut faire attention en régie, voilà, on est chez un client, etc. Donc, ouais, toutes ces choses-là. Ok, ça marche. Et en continuant sur les jeunes, etc., ou même sur les personnes qui font de la reconversion professionnelle, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas ou qui ont besoin d'être accompagnés. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut faire ton métier? Voilà, un ou deux conseils.
Alors après, je peux comprendre que faire une reconversion professionnelle, ça fait peur. Moi personnellement, ça m'a fait peur, hein. Ça a été stressant. Comme je l'ai dit, j'avais déjà, quand j'ai commencé la reconversion, j'avais déjà 2 enfants. Et voilà, je me lançais en plus. J'ai dû aller toquer à la porte de mon patron, lui dire bah, je veux faire une reconversion professionnelle, lui présenter mon dossier FONGECIF. Il a regardé, il a dit tu veux faire quoi là? Il connaissait pas le métier, etc. Donc, il savait très bien au fond de lui que bah, une fois que j'aurais fini ma reconversion, bah, j'allais partir. Et, mais il faut savoir que avec le FONGECIF, parce que j'explique un petit peu le truc, mais entre-temps, quand j'ai fait ma reconversion, mon année de licence, ma boîte d'électronique a été rachetée. Et du coup, bah, y a eu un plan de licenciement, j'ai été licencié, etc. Donc là, le FONGECIF, même si vous êtes licencié pendant la reconversion, le FONGECIF a continué à prendre en charge mon salaire jusqu'à la fin de la formation. Du coup, ça a été un stress parce qu'au départ, je ne savais pas si le FONGECIF allait suivre au niveau salaire, mais si. Donc, bah, il y a des organismes en fait pour pouvoir limiter les risques entre guillemets, parce que bah, c'est toujours un risque dans le sens où, pareil, quand je suis sorti de cette formation, je ne savais pas vraiment si le métier allait me plaire, je ne savais pas si la formation allait me plaire, etc. Bon, j'ai eu de la chance que, bah, pour moi, ça a été, je ne vais pas dire une révélation, mais en tout cas, c'est un métier qui me plaît énormément. Mais oui, alors il y a des organismes quand le FONGECIF, après il en existe plein d'autres, je suppose, mais qui permettent de limiter la casse et de pouvoir, en gros, effectuer une reconversion tout en restant salarié de sa boîte, ou même je sais que la NPE aussi fait des reconversions, etc. Donc après, je pense qu'aujourd'hui, pour se renseigner sur les métiers avant de se lancer dans une reconversion, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui expliquent les métiers. Il ne faut pas hésiter à aller voir les professionnels. Nous, ensemble, Valentin, bah, tu m'as emmené, on est allé voir la responsable de l'IUT ensemble, on a discuté, etc. J'ai pu discuter avec toi parce que tu étais déjà dans le métier. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les professionnels et discuter avec eux. En plus, je pense que dans l'informatique et dans la data, c'est des gens qui sont assez ouverts donc, et qui aiment parler de leur métier. Top, top. Merci beaucoup. Donc, comme on a vu, la data, c'est un écosystème. Du coup, dans le chat, il y en a qui disent les data engineers, c'est un peu les bâtisseurs de la data. Est-ce que toi, il y a des métiers dans la data où tu te dis, ah, demain, j'aimerais bien peut-être faire ce métier? Dans la data, pas forcément dans la data, mais pourquoi pas plus tard devenir chef de projet, ouais. Enfin, devenir product owner ou ce genre de choses, ouais. Ouais. Mais dans la data en tant que telle, que ce soit par exemple data analyst, data scientist ou UX designer, etc., pas forcément, non. J'aime bien mon métier dans l'ombre, le data engineer. Ok, ça marche. Et du coup, quand tu t'es lancé dans ta reconversion professionnelle, moi qui connais un peu ton parcours, j'ai l'impression que tu as oublié une étape. Tu as oublié une étape, en fait, tu as fait ta formation en alternance. Ouais. Et tu as oublié de parler pour quelle entreprise tu as fait ton alternance. Et qu'est-ce que tu as fait? Je peux le dire, c'est exactement la même où tu as fait ton alternance. C'était chez Adam et Ève. Alors après, chez Adam et Ève, j'ai fait. Alors c'est vrai que parce qu'en fait, j'ai effectué la reconversion sur le rythme de l'alternance. Donc oui, il a fallu que je trouve une entreprise qui veut bien m'accueillir. Là-bas, c'est peut-être la seule fois où j'ai essayé de faire de la data science. la seule fois de ma vie. Du coup, oui, il y a un moment donné où j'ai essayé avec notamment SAS, d'essayer de faire de SAS, la version en tout cas étudiante que j'avais, d'essayer de faire de la reconversion, enfin de la prédiction, pardon. Du coup, ouais, c'était intéressant. Et puis c'est le premier contact que j'ai eu avec le métier. Donc, mais après, je suis parti dans le décisionnel. Ok, ça marche. Et t'en penses quoi de segmenter? Parce que toi, quand tu as commencé il y a 5 ans, data scientist, data analyst, ça a commencé un peu à se différencier, mais ton métier et d'autres métiers étaient juste mis sous l'étiquette BI. Et là, on commence vraiment à segmenter, comme on a fait pour data, à segmenter le BI. T'en penses quoi? Tu penses que c'est une bonne chose ou c'était mieux d'avoir juste de faire de la BI et d'être assez généraliste? Bah, en tout cas, moi, d'avoir commencé avec cette étiquette où c'était plus généraliste, ça m'a permis de voir un petit peu tous les côtés des différents métiers qui existent aujourd'hui. Donc ça, c'est une force, en fait. Maintenant, je peux comprendre aussi l'intérêt de les avoir segmentés dans le sens où c'est la demande métier qui est peut-être un petit peu plus forte aussi au niveau de la data. Avant, peut-être que la data, c'était peut-être flou pour certains métiers. Dire que maintenant, le métier connaisse bien la data,
ils savent très bien ce qu'ils peuvent tirer de la data, donc il y a des demandes de plus en plus fortes. Donc je pense que, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est pour ça que ça a été aussi segmenté. Ça s'est fait naturellement, en fait. Ouais. Ok, je comprends. Je comprends. Et tout à l'heure, tu disais que tu arrivais au fait à gérer ta reconversion professionnelle, Ouais. ta vie de famille, maintenant ton nouveau métier de data engineer. Est-ce que tu peux rapidement nous dire une journée type, mais sur les horaires, voilà, comment ça marche? Parce qu'il y en a qui imaginent que quand on travaille à l'informatique, on fait du 8h-20h, on est en astreinte tout le week-end. Comment ça se passe concrètement sur les Bah, horaires, etc. Bah aujourd'hui, moi en tout cas, alors sachant que nous on a du run le matin, c'est vrai que par exemple quand j'étais chez Holder et que j'étais, alors faut savoir que c'est pas toujours la même personne qui est de run dans les équipes, hein, ça tourne donc sur chaque développeur ou chaque data engineer. Quand j'étais de run le matin, oui, j'essayais d'arriver aux alentours de 8 heures, mais c'est pas vrai partout. Après, par exemple, si je prends la mission où je suis actuellement ici, j'ai un run qui est beaucoup moins important. On arrive entre 8 heures et 9 heures. Et après, le midi, bon, on peut prendre une pause entre midi et 14 heures, un petit peu le temps qu'on veut, etc. Et on peut partir, on part aux alentours de 17 heures, mais en fait, on n'est pas, c'est vraiment une fourchette parce que on n'est pas fliqué, on n'est pas, enfin voilà quoi. Du moment que le travail est fait, je pense que on nous laisse un petit peu tranquille dans l'informatique. Et ce qui était faux, moi, quand j'étais en électronique et que j'étais technicien, parce qu'on avait une badgeuse et il fallait que je badge et il fallait que je sois à telle heure, il fallait que je sorte à telle heure. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est appréciable dans le sens où on sent en fait cette confiance. Parce que en fait, bah, les responsables, ils mettent en place une certaine confiance dans le sens où bah, si ton taf il est fait, tu peux partir à l'heure que tu veux et arriver à l'heure que tu veux. Top, top. Et j'ai encore une question et après on passera aux questions qui sont dans le chat. Est-ce que tu comprends que nos deux métiers, enfin, du coup, comment expliquer ça? Moi, en tant que fondateur d'STK, ce que je fais avec STK, c'est que j'accompagne notamment des petites entreprises, des PME, des associations. Voilà, je suis pas sur du Holder, je suis pas sur du Leroy Oui. Merlin, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ce type d'entreprise, les data engineers, ils sont pas encore rentrés. Oui. On commence à avoir des data analysts. Moi, je commence à avoir des vraies missions de data analyst, data scientist chez eux, mais pas data engineer. Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt pour les petites entreprises de faire appel à des gens comme toi, ou c'est vraiment exclusivement réservé, en tout cas, la priorité, c'est plus sur des grands groupes parce qu'il y a un flux de données important et c'est Bah oui, vraiment. ouais, c'est vraiment ça en fait le truc. C'est que je peux comprendre que sur bah, des PME ou alors que ce soit des associations ou autres, déjà, je pense que des fois pour eux, la data c'est encore assez flou, je pense. Ouais, Et quand on va commencer à leur dire oui, bah, pour préparer les données, il faudrait peut-être faire appel à un data engineer, etc., je pense que ça peut peut-être même leur faire peur. Mais oui, c'est vrai que nous, on est là, plus on va gérer énormément de volumétrie en données. Après, quand c'est des petites volumétries sur les associations et les PME, il n'y a pas peut-être forcément besoin d'avoir un data engineer. Peut-être que ça viendra par la suite, parce que finalement, des données, peut-être que d'ici quelques années, les associations, les PME vont peut-être vont peut-être générer de la volumétrie importante. Parce que bon, c'est peut-être ça aussi qui va changer. Ouais, et dernière petite remarque pour compléter ta réponse. Aujourd'hui, on a une stat que je sors tout le temps, je pense à chaque vidéo ou à chaque rencontre client. On n'a que 32% des données stockées par l'entreprise qui sont utilisées. Est-ce que dans ton métier, tu remarques que tu as beaucoup de données aujourd'hui qui sont stockées, donc du coup, qui coûtent de l'argent à l'entreprise et au final, personne ne les utilise? Non, bah, je t'avoue que ça, sur les missions sur lesquelles je suis passé, toutes les données en tout cas qui étaient stockées étaient utilisées, quasiment toutes. Okay. Je vais pas donner un pourcentage, Non, mais oui. Mais quasiment toutes. Mais dans le sens aussi où nous, après, c'est notre métier aussi, data engineer, dire bah voilà, d'aller voir le data scientist ou le data analyst et lui dire bah t'as besoin de quoi comme données et à nous de pas stocker n'importe quoi non plus. Ouais. Donc, en tout cas, là où je suis passé, je peux te dire que c'était bien fait. Top, top. Est-ce qu'avant de passer aux questions, est-ce que tu veux rajouter un petit mot avant de voir les commentaires des gens ou, non, bah pas forcément. Après. Alors, je vais passer. Alors, peut-être qu'il y a des questions. J'ai vu qu'il n'y a pas eu pas mal d'échanges dans le chat. Peut-être qu'il y a des questions qui ont déjà été répondues. Mais l'idée, c'est que tu te donnes aussi ton point de vue d'expert. Donc, du coup, j'ai une première question. Bonjour. Déjà, te remercie pour ton témoignage. C'est plutôt cool. Mais est-ce que tu as déjà utilisé Snowflake? Et si oui, t'en penses quoi? Oui, j'ai déjà utilisé Snowflake. C'était ma première expérience avec le cloud.
Je l'ai utilisé chez Oné. J'en pense quoi? Bon, moi, j'ai apprécié utiliser cet outil. Par contre, j'ai vu deux grandes différences pour moi entre GCP, entre BigQuery et Snowflake, surtout au niveau de la facturation. Snowflake, on est plus sur, si tu veux, quand tu lances ta requête, tu vas ouvrir ce qu'on appelle un warehouse, si j'ai bonne mémoire, et tu payes tant que ce warehouse est ouvert. Alors que sur BigQuery, peu importe le poids de ta requête, alors que sur BigQuery, on est plus sur une facturation justement au poids de ta requête. Donc voilà. En tout cas, voilà. Après, je ne suis pas rentré non plus dans le détail de l'outil, mais en tout cas, j'ai apprécié utiliser Snowflake. Ouais. Ok, top. On a une autre question de Johanna. Donc, du coup, elle a déjà posé une question tout à l'heure. Donc, du coup, je te remets le contexte. C'est est-ce que sur la partie nettoyage de données, etc., est-ce que du coup, vous créez est-ce que ton métier, c'est aussi créer deux databases, c'est-à-dire une avec des données un peu brutes, un peu brouillon, et une autre, une donnée qui est beaucoup plus propre? Ou est-ce que tu travailles sur les variables et tu ne crées pas de nouvelles bases de données? Bon, alors, en gros, il faut savoir que dans le schéma typique d'un data warehouse, on a une partie qui est appelée différemment selon on peut se trouver, mais on a une partie, nous, par exemple, qui est dite ODS. D'accord? Donc, cette partie ODS, normalement, on va juste venir faire un copier-coller des données brutes qu'on peut collecter. Donc, que ça soit par rapport à un logiciel comptable, par rapport à des données RH, etc. On va venir faire juste un copier-coller de ces données, et après, quand on va passer de cette partie ODS au dataware, même si l'ODS est compris pour moi dans le dataware, mais aux tables, en tout cas, dites dataware, là, on va commencer à transformer la donnée et à la structurer. L'intérêt de pouvoir faire une partie ODS, c'est aussi, par exemple, moi je l'ai vu aussi surtout chez Holder, quand on arrive le matin et qu'il faut débugger un flux de données pour, par exemple, des fois, une donnée qui est un petit peu merdique, j'ai pas les droits d'écriture j'ai pas le droit d'écriture sur les bases de données utilisateurs de leur logiciel. Alors que sur ma partie ODS, je peux tout de suite dégager la donnée qui est un petit peu pourrie, relancer mon flux, il va s'intégrer, et après je communique au métier pour leur dire vous voyez, regardez, nous on a juste fait un copier-coller de votre donnée, on sait que cette donnée-là, regardez, elle est pourrie chez vous, et est-ce que vous pouvez l'enlever pour demain et la corriger? Donc voilà. Ok, top. Et sur les outils déjà utilisés, on a une autre question de Johan qui demande si tu as déjà utilisé Databricks. Non, ça me parle jamais. pas. Alors moi, j'ai déjà utilisé Johan Databricks sur des POC ou sur des cours, des formations Open Classroom. Je trouve ça très bien. Après, moi, je suis sur à côté Data Analyst, Data Scientist, donc j'ai pas la même vision. Moi, j'aime bien, mais ça reste un peu trop clic-bouton pour moi et je peux moins faire ce que j'ai envie de faire. Mais sur la partie Data Engineer, peut-être que c'est très bien, mais je peux pas y répondre. Il y a une question, enfin une remarque d'Antoine qui est vraie quand je parlais des compétences que tu avais citées, que tu avais plus fait du savoir-être que du savoir-faire, et il répond à ta remarque en disant que le savoir-faire, ça s'améliore facilement, mais le savoir-être, du coup, c'est quelque chose qui est ancré en toi, et c'est vrai que c'est très compliqué de le changer. On a toujours la phrase que je t'ai dit tout à l'heure qui était vous êtes des bâtisseurs quand je te disais que vous étiez en bas de l'iceberg. Alors là, c'est des avis, tout. Là, c'est des avis sur ce que tu as dit. Après, il y a une remarque qui est vraie, c'est que nous, dans notre métier data scientist, le nettoyage des données, on n'aime pas trop ça. On sait que c'est très important. C'est ce qui va faire la différence entre un bon projet et un mauvais projet. Des fois, je m'amuse à faire des compétitions Kaggle, et quand je passe vraiment beaucoup de temps à nettoyer les données, là, je vois que tout de suite mon classement, il est largement meilleur. Nous, on n'aime pas ça, mais vous, on a l'impression que vous aimez bien. Ouais. Oui, actuellement, moi, je suis sur un projet où je travaille main dans la main avec des data scientists, notamment. Ouais. Et là, en fait, il a commencé son projet où il a fait ses requêtes SQL lui-même parce qu'il fallait qu'il commence pour pouvoir, en fait, avoir des données en entrée de son algorithme. Et là, je me suis mis sur le projet avec lui et j'ai retravaillé ses requêtes SQL, etc. Donc, je les ai optimisées pour pouvoir, en fait, le décharger un petit peu de cette partie-là. Et c'est quelque chose qu'il apprécie énormément, là. Et du coup, aussi, ça permet... parce qu'en fait, s'il avait continué d'avancer comme ça, on aurait eu un rework énorme à faire, dans le sens où... oui. Un rework pour toi, pour tout le monde, pour expliquer ce que c'est, parce que peut-être que la personne n'a pas du tout la même cette définition-là. En fait, c'est revenir... en fait, il aura avancé de son côté et on aurait dû repasser sur son travail, en fait. D'accord ? Donc, on aurait dû refaire ce qu'il a déjà fait.
Du coup, c'est ça pour moi le rework. Et en fait, par exemple, c'est peut-être tout bête, mais que ça soit simplement sur des règles de nommage au niveau des champs dans les colonnes pour les stocker dans les tables, etc. Et ça, c'est des choses, nous, qu'on doit respecter. Ok, top, merci. Là, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Il y a beaucoup de questions qui ont été répondues directement par les gens qui suivaient le live, donc j'ai pas tout remis. Il y a eu pas mal de partages où on dit ouais, je partage ton avis. De plus en plus, les outils de reporting sortent et proposent des dashboards automatisés, etc. On a beaucoup de merci à vous deux, etc. Je vais laisser encore quelques instants si d'autres personnes ont des questions et si on a plus, du coup, je terminerai ce live. On attend 30 secondes, mais je pense que tout le monde a posé ses questions. Ouais, ça a l'air d'être bon. En tout cas, Thomas, moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Il y aura un replay, une vidéo YouTube qui va suivre. Si vous avez des questions sur la partie Data Engineer, vous pouvez voir directement Thomas. Et si jamais vous avez envie de mettre en place des projets data science, data analyse dans votre entreprise, vous avez besoin des conseils, etc., vous pouvez me contacter directement. Je rappelle, le but d'STK Data, c'est vraiment de créer de la valeur avec les données. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Je vous souhaite à bientôt pour une prochaine interview sur un autre métier. Donc là, on a fait Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer. Il y en a encore plein. C'est bien. C'est fortement découpé le métier de la data. Et je vous dis du coup à bientôt. Et merci beaucoup. Merci pour le webinaire. C'est instructif. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Ah, on a quand même une question, Thomas, une dernière avant de partir. Est-ce que tu interviens dans le sujet de la gouvernance des données? Non, personnellement, non. Il y a un membre de ma squad qui intervient dessus, mais moi, personnellement, non. Okay. Merci pour ça. Répondre. Pas de souci. Je vais pas tout mettre les merci parce que sinon j'arrêterai pas. Mais on a beaucoup de merci. Donc voilà, c'est plutôt à nous de vous remercier. On vous souhaite une bonne fin de journée. On est vraiment dispo si vous avez des questions et on se dit à bientôt pour un prochain live. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.